Bonsoir à tous, voici les titres que nous développerons dans cette édition. Jour de repos, de sortie, de ménage ou du Seigneur, le débat est vif autour du travail le dimanche à Toulouse. Depuis le 1er octobre, un arrêté préfectoral interdit l'ouverture des commerces alimentaires de plus de 400 mètres carrés. Le dimanche donc, nous verrons comment est accueillie cette décision. Et Jean-Marc Lucas, une page se tourne pour la librairie Priva. Et oui, l'enseigne du centre-ville réouvrait aujourd'hui. Elle sort du groupe Chapitre qui vient de céder ses 57 librairies dans toute la France. Donc c'est un nouveau départ pour cette boutique centenaire. Et on parlera sport, François. Oui, du sport avec une défaite en hand, une belle affiche à venir en rugby et le Toulouse Football Club qui recevra Nice. Nous détaillerons le programme sportif du week-end. Et on débute en parlant course, celle que certains et certaines font le dimanche et ne feront plus à partir de ce dimanche en Haute-Garonne, notamment dans les grandes surfaces, François. Oui, c'est la suite d'un long feuilleton judiciaire débuté en 2008. Depuis le 1er octobre, un nouvel arrêté préfectoral est entré en vigueur. Il concerne les 215 commerces alimentaires de plus de 400 mètres carrés du département qui ne pourront plus ouvrir le dimanche. Et Jérôme Bolloc est allé voir comment cette décision était accueillie. Dans ce supermarché de Martre-Tolosane, la nouvelle de la fermeture du magasin le dimanche matin est fraîchement accueillie. Une douzaine d'employés travaillaient ce jour-là. Stéphanie, en poste depuis 2 ans, fait partie de ces salariés, s'est emportée volontaire. Oui, ça m'a arrangé parce que je bénéficiais d'un jour de repos que j'ai choisi moi-même, qu'on m'a accordé suite au travail du dimanche, donc le mercredi. Et ensuite, financièrement, ça m'aidait à payer la nourrice. Les clients croisés dans les allées sont globalement déçus de cette fermeture annoncée, à titre collectif ou individuel. Oui, j'étais un petit peu déçue de la prendre. C'était pratique pour nous, surtout qu'on a un petit bébé, on n'a pas trop le temps de faire les courses le samedi et le dimanche c'était pratique tout simplement. Et puis bon, si les caissières sont d'accord, si les employés sont d'accord, pourquoi pas? Ça leur fait gagner un peu plus d'argent. Non, je préfère que ça ferme. Moi je travaille pas le dimanche. Largement assez de temps pour faire les courses la semaine. C'est gênant sur le plan de l'éthique, disons en général, de travailler le dimanche, mais toutefois, s'il y a des volontaires, pourquoi? Ce n'est pas gênant. Pour les étudiants, ça peut permettre de continuer les études en travaillant le dimanche. Dans ce supermarché, effectivement, ce sont les contrats des étudiants travaillant le week-end qui risquent d'être le plus impactés. 6 à 7% du chiffre d'affaires était réalisé le dimanche. Pour le directeur du magasin, également représentant de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, cet arrêté préfectoral ne tient pas compte de la volonté des clients. 67 magasins devraient rester fermés dimanche. Sur l'ensemble de la Haute-Garonne, ça peut représenter 50 000 clients qui ne trouveront plus dès dimanche la possibilité de faire leurs achats. Et ça peut représenter environ 500 emplois remis en cause pour cet arrêté préfectoral. À Toulouse, ce buraliste défend également l'ouverture des supermarchés le dimanche. Il se trouve tout près d'un Spar. Ça n'arrange pas les affaires. Non, ça c'est obligatoire. Pour lui comme pour moi, indirectement pour moi. Le dimanche c'est la meilleure journée de la semaine, enfin la meilleure matinée de la semaine, c'est ce qui travaille le plus le dimanche. Il faut être ouvert. Maintenant, moi je ne fais pas 400 mètres carrés effectivement, donc j'ai pas ce souci-là, mais pour moi c'est la plus belle matinée de la semaine le dimanche. En face de ce buraliste, nous trouvons enfin des personnes clairement opposées au travail le dimanche. Moi personnellement j'essaie de respecter le repos dominical, même s'il y a des grandes surfaces ouvertes. Je me fais un devoir de ne pas y aller. Moi je suis pour qu'ils ferment le dimanche. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a au moins le dimanche la famille. Le prêtre de Drémil-Lafage pense également que la vie de famille doit être préservée, mais il sait que la société a évolué. Je pense que le problème de religieux, de conviction religieuse, d'une part, et la possibilité d'un culte pour ceux qui le souhaitent, est un problème qui est un problème minoritaire, parce que les pratiquants sont minoritaires d'une part, et parce que d'autre part, on ne peut pas baser une législation simplement sur ce paramètre-là. L'affaire est loin d'être terminée. La Fédération des entreprises du commerce et de la distribution a d'ores et déjà déposé un recours auprès du tribunal administratif. En 2012 et 2013, le même type d'arrêté avait déjà été annulé. Et sur la thématique du temps de travail, Jean-Marc, on a appris cette semaine une décision concernant l'heure de fermeture du Monoprix, celui de la rue Alsace-Lorraine. En effet, ce Monoprix fermera désormais à 21 h au lieu de 22 h. C'est la conséquence d'un refus de signer un accord d'entreprise de la part du syndicat majoritaire, la CGT. On écoute justement l'une de ses représentantes qui nous explique pourquoi ils ont fait valoir ce droit d'opposition. Il faut savoir qu'ils sont suivis par les salariés.
Il faut savoir quand même que pour Monoprix Toulouse, on a eu 85% des salariés qui ont voté aux élections professionnelles pour la CGT. Pendant notre campagne électorale, nous avons bien dit que nous refusions la banalisation du travail de nuit. À Monoprix Toulouse, les gens ne veulent pas travailler jusqu'à 22 h. En fait, ce n'est pas un choix qu'ils ont fait, hein, c'est un besoin. Hein. Donc, on leur a proposé des contrats qui allaient jusqu'à 22 h. Ils ont accepté parce que tous les jours, il faut manger. Hein. Donc, mais là, quand on leur a dit qu'on mettrait une opposition, ils étaient tous très contents. Il faut savoir quand même que sur Toulouse, nous avons 3 monopes qui travaillent jusqu'à minuit. Donc, je pense que nos clients vont s'adapter à nos horaires de travail, à nos horaires d'ouverture, pardon. Et pour être tout à fait complet, un sondage IFOP est paru aujourd'hui. Il nous apprend que 71% des Français se déclarent favorables au travail le dimanche, à condition d'être mieux rémunérés. Air France poursuit son plan de restructuration. Aujourd'hui en comité central d'entreprise, un plan de départ volontaire de 1800 postes a été acté. Sur la base régionale de Toulouse, 90 postes sont menacés sur les 470 présents. Ça représente tout de même 20% des effectifs. Les secteurs les plus touchés sont ceux de l'enregistrement et de l'accueil des passagers avec 57 emplois. 26 autres postes seraient concernés sur la partie piste. Parlons cinéma à présent avec Jean Jaurès qui revient à la vie du côté de Villemur-sur-Tarn. Oui, Jean-Marc, qu'est-ce qu'on peut voir là-bas? Et oui, nous étions aujourd'hui, donc c'est un docu-fiction qui est réalisé par Philippe Touranchot sur Jean Jaurès. Alors l'ancienne fabrique à pâtes alimentaires était le lieu de décor, construite en 1888. Alors le docu-fiction se passera sur France 5 l'an prochain, centenaire de la mort de Jean Jaurès. Et le docu se transforme plus ou moins en enquête. On sait que c'est Raoul Villain qui a tué le grand homme, le pacifiste. Pourquoi Raoul Villain a tué Jean Jaurès? On ne le sait toujours pas. En tout cas, celui-ci n'a pas connu l'apocalypse de 1914. Il y a une vingtaine de techniciens qui travaillent sur ce tournage qui se tiendra demain, d'ailleurs samedi, à la caserne Niel. 2 tiers des techniciens sont toulousains. Nous avons rencontré Philippe Toreton pour un long entretien. Il nous explique, enfin on le demande en tout cas, s'il est difficile pour un comédien d'incarner un personnage historique. Ça dépend sous quel angle on l'aborde. Moi j'avais trouvé ça compliqué la première fois que j'ai joué Jaurès, parce que là c'est la deuxième fois. Et j'avais fait dans un téléfilm de Jean-Daniel Vérague il y a 6-7 ans je crois. Et parce que là il avait des discours à faire. Et comme tout le monde disait que Jaurès était un grand orateur, charismatique, magnétique, etc., avec une voix qui portait, des arguments qui faisaient mousse. Bon, les arguments étaient écrits, pas par moi. Mais quand on joue quelqu'un qui est censé être un grand orateur, eh bien ça fout la pression un petit peu. Donc là oui, ça je trouve ça compliqué. Sinon, non, si ce qu'on a à jouer est bien fait, bien documenté, un comédien a le loisir, bien sûr, de se renseigner sur... moi, j'aime bien me renseigner sur le rôle, lire, mais c'est de la curiosité, ça n'aide pas forcément à jouer. Ça rassure, voilà, parce qu'on a l'impression de faire des devoirs, donc il y a toujours un petit côté scolaire où on se dit faut que je travaille à la maison. Parfois, quand les comédiens se renseignent trop sur leur personnage, quand il a existé, donc sur l'époque, sur le contexte historique, etc., économique, social et autres, tout d'un coup, on est tenté de dire « Ah, mais pourquoi il n'y a pas ça dans le scénario? Ah, mais pourquoi on ne parle pas de ci? Pourquoi on ne lui fait pas dire ça? C'était une belle phrase que j'ai vue dans tel bouquin de machin, etc. » Et ça entraîne des discussions à n'en plus finir. Donc ça entraîne des frustrations. Donc non, le vrai boulot, la nourriture de l'acteur, c'est vraiment dans le texte qu'il a à dire. Et pas ailleurs, finalement. Moteur demandé, silence. Moteur demandé. Son tour. La pensée de Jaurès continue à vivre dans le cerveau de bon nombre de personnes engagées dans le combat politique ou dans le combat social ou syndicaliste, et tant mieux. La question, effectivement, il y a une modernité de sa pensée. On le vit tous les jours, que ce soit sur ces usines qui ferment, alors que les ouvriers ont des plans de reprise de l'entreprise, de collectivisation, de mettre ça en coopérative ou que sais-je, enfin... En tout cas, de se réapproprier l'outil de production, lui, il le prenait déjà. Et il l'avait théorisé, et je pense qu'il aurait fait sien un combat, par exemple, pour l'égalité des femmes avec les hommes, dans le monde du travail notamment. Parce qu'il est quand même, nous sommes un pays, il n'y a pas que nous, hein, mais c'est quand même un petit peu scandaleux d'en être toujours à faire en sorte que les femmes soient finalement
à la traîne dans le monde du travail. C'est des femmes qui héritent le plus des mi-temps, des quart-temps, des plus faibles salaires. C'est les femmes qui sont le licenciées en premier quand il y a des plans de licenciement. Justement, dernière question, est-ce que on parle souvent la gauche n'est plus ce qu'elle était ou ce qu'elle devrait être. Est-ce que lui c'était la gauche? Est-ce que maintenant le socialisme est totalement différent? Je ne sais pas, parce que lui a eu beaucoup de mal à unir le Parti socialiste. Et il y est parvenu que partiellement et sur de courtes périodes. Donc de ce point de vue-là, peut-être que le Parti socialiste n'est pas si différent que ça. Finalement, c'est des tas de courants qui se sont toujours affrontés, confrontés, voire insultés parfois, etc. Je pense qu'il était avant tout du parti contre l'injustice et du parti de l'intelligence et de la hauteur de vue et du sens de l'avenir, du sens des responsabilités individuelles, collectives et d'État aussi. Comme il l'a rappelé à la veille de la guerre de 14, il a dit mais si nous en sommes là, si nous sommes au bord du gouffre, si l'orage gronde, comme il disait, c'est que la France, notamment, a une politique coloniale qui ne lui permet pas de donner des leçons à l'Autriche qui a envahi la Serbie. Et c'est ce qui s'est passé après même la Première Guerre mondiale, c'est que comment être intransigeant avec Hitler alors qu'on laissait déjà, parce que c'était loin, les Japonais commettre des horreurs en Chine, en Mandchourie. Donc si on laisse passer ça, ben on laisse passer autre chose. Pourquoi tout d'un coup cibler, c'est ce qu'on a rencontré là avec Bachar el-Assad, pourquoi là, lui, plutôt que... Bah oui, mais soyons... non, il faut être d'une exigence absolue, mais pour être exigeant, il faut être propre. Jean Jaurès, rappelons-le, né à Castres, oui. 1959. Alors c'est donc, comme je le disais, c'est un docu-fiction. Il y a la partie fictionnelle avec Toreton, qu'on envoie ici, et puis il y aura une partie documentaire avec des historiens qui commenteront l'œuvre de Jaurès, le pacifisme chez Jaurès, et puis l'engagement politique chez Jaurès, évidemment. Alors des livres sur Jean Jaurès, on en trouve chez Privat. Oui, effectivement, la librairie Privat, c'est l'heure d'en parler, car le début de l'année 2013 a failli être fatal pour cette librairie centenaire. Et en cette rentrée, c'est avec un espoir neuf qu'elle réouvre. Exit le groupe Chapitre pour un nouveau propriétaire et de nouvelles perspectives. Marlène Canal nous en dit un peu plus. C'est avec un certain soulagement que la librairie Privat a pu rouvrir ses portes aujourd'hui. Lundi encore, le groupe Chapitre venait récupérer tout son matériel, ordinateur et centrale compris. Après quelques déboires informatiques, ça y est, c'est fait. On est content de redevenir indépendant. Parce que moi j'ai connu les deux. Parce que moi je suis donc à la librairie Privat depuis 1991, donc j'ai vu tous les changements de la librairie. On va pouvoir faire un peu le coup de cœur du libraire, sachant qu'il faut aussi être à l'écoute du client, ce qui est notre base. Une renaissance pour les 16 salariés à qui mi-avril on annonçait la fermeture probable de la librairie. Aujourd'hui, il faut redynamiser l'établissement sur ses points forts, le régionalisme, les sciences humaines et la réintégration des ouvrages de médecine à partir de janvier 2014. C'est en tout cas la volonté de Benoît Bougerolles, le propriétaire de la Maison du Livre de Rodez, qui vient de racheter la librairie. On considère dans notre analyse économique qu'à peu près les 2/3 des coûts sont des pertes liées au groupe. Le fait de sortir du groupe et de revenir indépendant nous permettrait d'économiser donc environ, on va dire 120-130 000 euros par an sur ces 200 000 euros de pertes. Le reste correspond au nécessaire rebondissement de la librairie. La librairie aujourd'hui a baissé en termes d'activité de chiffre d'affaires à un niveau qui est anormal pour la notoriété de l'enseigne, son emplacement, rue des Arts, en face du musée des Augustins, son ancienneté, sa taille, plus de 700 mètres carrés. On était à un niveau de chiffre d'affaires qui était devenu ridiculement bas et qui est lié au dysfonctionnement perpétuel du groupe Chapitre, plus la perte d'autonomie des libraires. 10 000 références vont ainsi être ajoutées au fond de la librairie. Autre bonne nouvelle peut-être, la loi anti-Amazon adoptée à l'unanimité par les députés, le géant américain ne pourra plus cumuler la gratuité des frais de port du livre avec la remise autorisée de 5%. Le site de Privat devrait être opérationnel la semaine prochaine. Et puis Jean-Marc, en ces temps difficiles pour l'emploi des jeunes et des jeunes retraités également, une perspective intéressante du côté du rectorat. Et oui, on pourrait appeler ça rectorat cherche prof désespérément, puisqu'on cherche des profs de lettres, de maths, mais aussi d'anglais pour intervenir plus particulièrement en remplacement dans les collèges et lycées de tout Midi-Pyrénées, essentiellement dans les départements de la Haute-Garonne. Une centaine de profs sont recherchés pour des temps complets ou des temps partiels. Pour candidater, il faut être au minimum titulaire d'une licence. Alors cela fonctionne aussi pour les ingénieurs. Une adresse, François, ça vous intéresse, c'est dpe@ac-toulouse.fr pour candidater donc et pour essayer de devenir prof. Pour être précis, c'est essentiellement les départements autour de la Haute-Garonne. Et oui, en effet.
Bien, loisir à présent, 15 jours après son démarrage, la fête Saint-Michel peine à trouver son rythme de croisière. Choix des attractions et innovation ne semble plus être suffisant pour générer un fort engouement sur fond de budget serré pour les familles. Marie Larpan. Manège à sensations, carrousel, churros et barbe à papa sont de retour. La fête foraine Saint-Michel s'est installée depuis le 21 septembre sur le parking du Zénith. Un plateau de choix avec 130 installations dont 5 nouveautés. Et pourtant, le public ne semble pas au rendez-vous. Vous avez une fête magnifique, vous avez du parking, il y a tout ce qu'il faut. Et bon, la semaine, hein, on se plaint pas trop le samedi et le dimanche, mais la semaine, c'est très difficile de faire venir les gens, et y compris le mercredi. Nous, on propose à tarif réduit. Les 2 mercredis, hein, le 2 et le 9. Et malgré tout, bon, il y a un peu de monde. Voilà. Il y a eu des hauts et il y a eu des bas. Mais en général, c'est quand même assez dur quand même. Ouais. Pour une population comme Toulouse, c'est dur, c'est dur. Quant aux visiteurs qui ont fait le déplacement, leur comportement a changé. Par exemple, on s'est aperçu que les gens, au lieu de, quand ils sont une famille de 4 personnes, au lieu d'acheter, admettons, je vous donne un exemple, 4 crêpes, on achète un paquet de churros qui est moins cher et que toute la famille en profite. Ils choisissent un manège alors qu'avant ils en auraient peut-être fait plusieurs. Dans les allées, la tendance à l'économie se confirme, même si l'on prend soin de préserver le rêve dans les yeux des plus petits. On regarde un petit peu tout ce qu'il y a et puis après, eh bien, on refait un tour et là on monte dans les manèges qu'on a repérés pour eux. Pour pouvoir faire des manèges tous les ans, il faut limiter le nombre de manèges. Moi, je trouve que dans l'année, la fête foraine dans l'année, c'est pas très cher parce que c'est pas tout le temps. Mais je trouve qu'on peut se faire plaisir quand même, un petit peu. L'éponge. Et pourquoi tu as choisi celui-là? Parce qu'il peut se mettre hauteur. La roue. Envers et contre l'amorosité, la fête se poursuit jusqu'au 13 octobre sur le parking du Zénith, lieu qui accueillera encore les 3 prochaines éditions. Ça donne le tournis, François. On parle sport maintenant. Le TFC, pardon, pas le TFC, le hand, ils sont inclinés à Nantes. Oui, avec une défaite hier soir pour le Phoenix Toulouse Handball en Coupe de la Ligue. Une belle affiche pour le Stade Toulousain à venir ce week-end au bon goût des années 90. C'est face au Stade Français. Et le Toulouse Football Club reçoit Nice. Samuel Prieur vous détaille tout ça. Du handball en bref avec la défaite in extremis du Phoenix Toulouse à Nantes à l'occasion du premier tour de la Coupe de la Ligue. Une rencontre extrêmement accrochée, conclue sur le score de 32-31 après prolongation. Les coéquipiers de Jérôme Fernandez ne sont pas passés loin d'un bel exploit. Les regrets doivent laisser place désormais à la remobilisation dès dimanche à Nîmes pour la 4e journée du championnat. On passe au football avec le TFC, 14e du championnat, qui affrontera l'OGC Nice, actuel 5e de la Ligue 1. Les Violets, malgré leur défaite au Parc des Princes, affichent désormais quelques certitudes dans leur jeu. À noter la suspension d'Emen Abdenour contre les Niçois. Une absence remarquée puisque le défenseur est un des meilleurs éléments toulousains depuis le début de la saison. TFC Nice, match à suivre samedi dès 20h. Enfin du rugby avec la 9e journée du top 14. Les joueurs de Guinoves souhaiteront conserver leur invincibilité à domicile. Face à eux, le leader, le Stade Français, un rival historique qui retrouve de sa superbe cette saison. Les Toulousains, toujours privés de leur capitaine Thierry Dussautoir, sortent d'une courte défaite à Perpignan, mais ils gagnent en maîtrise match après match. Une tendance à confirmer. Stade Toulousain, Stade Français, coup d'envoi samedi dès 20h35 à Ernest-Vallon. Voilà, pour être complet, un mot sur les autres rencontres notoires de ce week-end. Alors en national, c'est du football. Colomiers reçoit le leader Orléans, coup d'envoi à 20h. Luzenac se déplace à Strasbourg. Et puis un petit mot également de rugby avec le Castres Olympique qui se déplacera à Brive. Des Corésiens toujours invaincus, donc déplacement un petit peu corsé. Touchy, comme on dit. Oui, par exemple. C'est la fin de cette édition. Excellent week-end à tous. Lundi, vous retrouverez Sophie Voinis.